Depuis l'aube des temps, il existe une relation intime entre le monde des hommes et celui des plantes. Les connaissances qui s'y rattachent ont traversé les âges et font partie du patrimoine de l'humanité. C'est un trésor fragile qui s'exprime aujourd'hui encore par la voix des anciens, ceux qui possèdent le savoir. Nous sommes sur la côte est de la Grande Terre, l'île principale de la Nouvelle-Calédonie. La commune de Thio, petit village entre mer et montagne, est à l'initiative d'un programme de plurivalorisation de la région, ayant notamment pour but de recueillir les connaissances traditionnelles liées au monde des plantes. L'IRD, Institut de recherche pour le développement, et l'Université de la Nouvelle-Calédonie participent à ce programme au travers de missions effectuées sur le terrain au cœur du monde kanak. Au pied de la chaîne de montagnes centrale qui sépare l'île d'est en ouest, la tribu de Kouaré est en vue. Après avoir obtenu leur accord dans le respect des règles de la tradition, les scientifiques vont partager le savoir des anciens, de ceux qui connaissent les secrets des plantes. Allez, on y va. L'usage des plantes revêt de multiples aspects, à la fois nourriture, médicaments, teintures, protection des plantations et éléments liés aux croyances surnaturelles. Elles font partie aujourd'hui encore du quotidien des Kanaks, les Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie. Première étape de cette démarche, il faut aller à la rencontre des végétaux, les identifier sur le terrain en arpentant les vastes étendues de savanes et de forêts. Au fond de la vallée de Kouaré, au pied du mont Nakada, la quête de la connaissance commence par le dialogue et l'échange entre les points de vue traditionnels et scientifiques. Une exploration de la biodiversité qui se pratique à la jonction des deux mondes, au croisement de deux perceptions différentes du vivant. Ça, j'ai pensé à ça très facile. Il y en a un dedans en principe. Tiens, ça, c'est pour mettre les plantes dedans après. Pour réussir cette entreprise, il faut prendre un nouvel angle de vue, apprendre à marcher dans les traces de la tradition, à en comprendre les mécanismes. Une récolte particulière où il faut mettre en relation les noms vernaculaires et la nomenclature scientifique de chaque plante. Un travail de fourmi dans cette végétation luxuriante. Ça, c'est la même famille que le dja, non? Oui. C'est pas le même. Le plus beau. Et celui-là, il s'appelle comment? Kingobama. Hein? Kingobama. On l'avait pris, non? Oui. On avait simplement marqué, je ne sais pas. C'est quand même regarder. On a trouvé de l'autre côté. Alors ça, comment il s'appelle? Kingobama. Tu veux me le dire à l'oreille? Kingobama. Chugumbamba. Mbama. Qu'est-ce qu'on va mettre? Pierre Cabalion dirige le laboratoire des substances naturelles terrestres et savoirs traditionnels au sein de l'Institut de recherche pour le développement de Nouvelle-Calédonie. Il y a des spores? Non. Ici. Là, il y en a. Non, ça c'est. Puis celle-là. Et puis la partie jaune là. Toc. Je suis pas sûr que ce soit la même espèce. Hein. La flore indigène de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire celle qui n'a pas été introduite, c'est environ de l'ordre de 5000 espèces, disons. C'est pratiquement comme la France ou l'Italie, alors que la Calédonie fait 19 000 km². Les plantes endémiques, c'est-à-dire qui ne poussent qu'en Calédonie, c'est environ 3300, ce qui est énorme.
Parce qu'en Italie ou en France, on n'a pas du tout le même taux d'endémisme. Donc la Nouvelle-Calédonie a une flore très originale. Ça c'est très joli. Hein. D'ailleurs il y en a plein ici. Hein. Et alors ici on voit qu'il y a feuilles opposées 1 par 3. Attends voir. Alors faire un échantillon quand même. On va quand même le mettre dans un... Et sur les 3300 plantes endémiques de Nouvelle-Calédonie, un certain nombre n'ont pas été utilisées par les Mélanésiens, celles qui se trouvent au sommet du mont Panier ou qui sont rares, qui sont peu accessibles aussi. Et il a une utilisation Non. Non. Pas spécialement. La médecine traditionnelle utilise surtout les plantes du voisinage, puisqu'il faut aller les chercher. Donc c'est l'accessibilité, la visibilité, la disponibilité. Allez. Tu peux nous en faire Indéterminé. C'est pas des... Ça c'est bien. C'est que le moment maintenant, là, quand le cerf et le corne est dur. Ouais. Plus les cerfs mangent l'écorce. L'écorce ou... L'écorce, oui. On va récolter un échantillon pour la botanique. Le but c'est d'avoir une détermination scientifique et un nom vernaculaire bien contrôlé plusieurs fois. Quand on a ça, on est à peu près sûr que c'est juste. Une fois ces informations obtenues et avec certitude, on peut continuer le travail. C'est-à-dire qu'on peut le publier. C'est la transcription correcte de la tradition. Et ça donne aussi accès aux connaissances scientifiques déjà indexées par le nom latin. Par exemple, si c'est une plante indexée à la chimie, indexée à la pharmacologie, on arrive à... Si la même plante a été travaillée ailleurs, à savoir grâce à ces travaux, que ça a telle activité anti-inflammatoire, antibiotique, antiseptique. Et voilà, ça suffit. C'est parfait. Tiens, regarde, on a la chance de voir une bestiole qui attaque cet arbre-là. Et on la voit bien sous l'écorce. Et voilà la bête. Voilà. La région de Coiret est intéressante parce qu'on part d'une altitude près du niveau de la mer et on monte jusque vers 1100 mètres. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est justement de savoir quels sont les liens possibles entre la tradition et la science. Si par exemple, Georges nous dit qu'on utilisait autrefois une plante en haut des taraudières, c'est peut-être qu'elle protégeait contre une maladie fongique ou une maladie ou une attaque d'insectes des tarots. Alors, dans ce cas-là, on peut éventuellement trouver un produit qui serait protecteur contre les champignons ou les insectes. 60% des médicaments actuels proviennent de la connaissance des médecines traditionnelles. Ces enquêtes ethnopharmacologiques sont à la base de nouvelles pistes de recherche. Pour révéler l'intérêt médicinal d'une plante, plusieurs étapes sont nécessaires: le choix de la plante à tester, la mise en évidence de son activité et la mise en pratique médicale. Alors ici, dans ce coin-là, nous avons justement une plante qui est très très ancienne. C'est l'Amborella trichopoda. La vieille dame du Gondwana qui est encore prolifique. Elle a un fruit d'ailleurs un peu sec parce que la saison est passée. Et alors dans cette plante, nous avons cherché à savoir à quoi elle pouvait servir et un extrait s'est montré actif sur un modèle d'étude de la tuberculose. Donc avec une activité très forte de l'extrait, mais le fractionnement n'a pas permis de retrouver l'activité dans l'une des fractions ou dans des produits purs qui avaient été trouvés au laboratoire de chimie du muséum.
Donc on va certainement publier ce résultat. Une des plantes les plus anciennes du monde du point de vue phylogénétique, c'est-à-dire origine du phylum, se montre active sur l'une des maladies, au moins in vitro, sur l'une des maladies qui sont en émergence actuellement. Ce qui nous intéresse, c'est que Georges connaît bien la flore de la région de Poiret. C'est une personne qui a vécu dans ta jeunesse dans la région, hein, dans la montagne. Ouais. Et comme il disait, il a appris de gens qui vivaient là autrefois, le nom, les usages des plantes, certaines légendes peut-être. Les vieux, ils n'ont jamais été clients. Il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas de l'école. Ça fait que nos vies à nous, autrefois, il n'y a pas de... Ils sont internet souvent comme ça, ils montrent. Et ils disent aussi comment il faut faire. Il y a des médicaments qu'on s'est servi, il y a des médicaments qu'on n'est pas servi. C'est parce qu'il y a des médicaments qu'il faut travailler après le signal, il faut travailler après autre chose. Ces informations, transmises oralement de génération en génération, représentent une base de travail précieuse pour les scientifiques. Mais elles sont avant tout la propriété d'un clan et de ses ancêtres. L'accès à ces connaissances ne peut se faire que dans le respect des propriétaires de ce patrimoine. Il faut s'inscrire dans le cours du temps, créer un lien entre le passé et l'avenir. En amont de chaque mission, les chercheurs pratiquent le geste symbolique de la coutume, par lequel on demande l'autorisation aux anciens. On fait ce geste-là dans le respect, mais en même temps dans le respect de faire de ces transmissions. On va pouvoir après transmettre à d'autres générations qui viendront après. C'est un peu l'objet de notre travail avec Pierre. Et c'est un peu... nous, on sollicite beaucoup les vieux pour nous aider. Et nous, on vous remercie au passage de votre participation. Et peut-être que vous allez aussi demander à d'autres vieux de nous aider, parce que c'est dur aujourd'hui de travailler sur les connaissances qui se perdent. Et nous, on veut le perpétuer. Et nous, on espère que le travail qu'on va mener ici et le travail qu'on va mener ailleurs va nous servir justement de mettre sur écrit, mettre sur support toutes les connaissances qui vont pouvoir aider la science, mais aider aussi notre culture à être respectée, à continuer à vivre. Voilà. Jean Waïkedjr est ingénieur en biotechnologie à l'Institut de recherche pour le développement de Nouvelle-Calédonie. Merci. On remet ce geste-là. Merci. Pierre, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Ça va. Merci pour ce geste que c'est comme la coutume. Quand vous l'avez demandé quelque chose, c'est les vieux qui sont autour de nous. Ils vont l'accepter. L'accepter, c'est ce que vous l'avez demandé. C'est parce que ces choses-là, c'est pour la Calédonie, c'est pour les enfants, c'est pour tout peuple, pour ceux qui ne connaissaient pas. Le geste, en fait, c'est symbole en fait, du respect des gens et puis en même temps des lieux et puis des éléments du lieu dans lequel on va travailler. Ici en Nouvelle-Calédonie, on sait très bien que dans chaque région, il y a une organisation, des gens qui sont propriétaires c'est des patrimoines des gens, des peuples, patrimoine des clans, patrimoine des individus. Et les vieux sont des dictionnaires de connaissances sur l'utilisation des plantes, sur les noms des plantes, etc. Et pour nous, aller vers eux, il faut les respecter. Donc leur demander l'autorisation comme on l'a fait aujourd'hui. S'ils nous donnent l'autorisation, on le fait avec eux. Et c'est avec eux. Sans eux, on va traîner et puis que de toute façon, si on le fait sans eux, c'est les piétiner quelque part. L'information a un coût.
On l'a gratuitement. Alors, par respect, on leur fait ce geste-là pour leur demander s'ils nous autorisent. Ben, on a l'autorisation des vieux. C'est eux qui sont propriétaires de ces connaissances-là. On n'a pas d'état d'âme, parce que c'est les vieux qui nous les confient. Et alors ça, pour les mettre en échantillon, on va... Des connaissances qui portent non seulement sur le nom et les différents cadres d'utilisation des plantes, mais aussi sur la façon de s'en servir. Les scientifiques peuvent ainsi dresser un portrait de plus en plus précis de chaque spécimen. Si on revient à Akeusae Horeca, on sait que c'est une plante qui contient ce qu'on appelle en pharmacologie des ocytociques. Donc elle provoque des contractions musculaires, de la fibre lisse musculaire. Et ça a été utilisé dans certains coins pour déclencher au moment de l'accouchement, pour déclencher les contractions. Dans certains coins, c'est utilisé contre les hémorroïdes. Là, on arrive petit à petit à croiser. On sait que telle plante, qu'elle pousse ici, qu'elle pousse au Vanuatu, qu'elle pousse ailleurs, comme le Akeusae Horeca ou Cassita filiformis, on commence à mieux la connaître. Et donc, on pourrait éventuellement en sortir des informations très complètes. On a le tableau complet de la plante. À quelques kilomètres de là, toujours dans la région de Thio, la montagne rejoint la mer. Changement de lieu, changement de biotope. Les plantes du bord de mer livrent d'autres secrets. Allez, c'est parti. Pour rejoindre le site de cette enquête, il faut emprunter un bras de mer qui traverse la mangrove. À bord de la petite embarcation, les discussions vont déjà bon train. C'est intéressant, le Cerberiopsis. Ah, Parce que si on peut ramasser Cerberiopsis. Ah, ça c'est le nom Latin. Ouais. Et ils ont appris à nos vieux aussi à faire des choses comme faire le fagot de bois. Nous sommes près de la tribu de Petit Borindi. Ici, on ne parle plus de plantes médicinales, mais de plantes qui servent au quotidien, remèdes de la vie de tous les jours. Ils ont planté les sapins et voilà. Ça signifie un peu qu'il y avait une petite habitation. Par opposition à la grande médecine, qui traite des maladies liées à la société kanak, comme les maladies totémiques ou physiologiques, on parle ici de petite médecine. Se rattache à la petite médecine tous les remèdes qui sont connus pratiquement par tout le monde. Édouard Naouya est enseignant et chercheur en chimie à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Par exemple, vous avez des remèdes pour la maturation des furoncles, par exemple, pour des abcès. Ça, ce sont des remèdes qui sont connus à peu près de tout le monde et qui se rattachent à la petite médecine. Ayano. Pour atteindre la racine de, vous voyez la racine de Pandanus qu'on fait avec la parure là pour la danse culturelle. Elle donne une teinture jaune.
On teint la racine pour mettre autour là pour danser ou celle qu'on met autour de la tête. Les fruits, je ne sais pas, ils extraient pour faire quelque chose d'autre. Les fruits aussi, je dirais qu'un fruit pas trop mûr, sur une plaie très sale, puante. Tu coupes ça en deux, tu l'appliques dessus le soir. Le lendemain matin, elle est propre comme tout. Mais pas au bébé, aux grandes personnes. Chez le canette, il y a 4 états initiatiques. Vous avez la grossesse. C'est de la grossesse, vous avez la naissance. Donc, de la grossesse à la naissance, il faut prendre des médicaments. Ensuite, de la naissance à la puberté, pour passer l'étape de la puberté, on prend de nouveau des médicaments. Et le passage de la puberté au monde adulte, on prend aussi des médicaments. Le papaye aussi, elle sert dans mon petit bain du bébé là. Tu vois, avec les... Je vais casser une feuille, puis après je vais vous donner l'explication. Dans le bain du bébé, on a la feuille de papaye ou la feuille du laitron. La tige du laitron. Parce que dedans, il y a un petit tuyau qui passe là. C'est pour donner du souffle. Souffler dans les oreilles, souffler dans le nez, souffler dans les oreilles pour lui donner le souffle à un bébé. Et ça aussi, c'est une plante. On le met sur la plaie. Hein. Et il a un machin comme le mercurochrome ou sur la plaie. Ça nettoie bien. Moi, j'ai mon bébé, quand il a les... Comment on appelle ce qui se trouve sur la langue du bébé, là, quand c'est sale, là? Muguet, voilà. Ça, tu le presses ou bien tu mets dans l'eau chaude et puis tu fais boire. Même nous, les grandes personnes, on peut boire. Ça sert à quoi sur la peau? Ça pour guérir la plaie, pour sécher la plaie. Il y a actuellement, malheureusement, peu de vieux qui sont encore en vie et qui gardent le secret des plantes. Et très peu de jeunes, j'allais dire ça, reprennent en fait le flambeau. Il y a 2 ans de ça, dans cette tribu, loin là-bas, chez les Touras, là, il y a une maman qui a accouché. Et puis voilà, moi j'étais dans les champs. J'arrive le soir, bien de mes fils, ils courent. Il dit, maman, viens vite. Je dis, quoi? Il y a une femme qui a accouché un bébé, et puis après il a accouché, Mais non, il y a complication. Je lui ai donné à boire du chaud, je lui ai envoyé des femmes pour chercher mes plantes qui ont un secret qui m'appartient qu'à moi. Ils sont allés chercher ça. On lui a fait boire peut-être une demi-heure, 45 minutes, ça vient. Et plat. Et c'est comme ça que j'ai fait tous les bains comme je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai fini par aimer cette plante et puis je l'ai mâchée, puis j'ai vu qu'elle me donne un goût très bon. Elles sont mangeables, toutes les plantes. Elles vivent. Elles nous livrent leur secret. Elles vivent comme nous. Pour que la transmission puisse se faire, il faut que le jeune soit dans la nature pratiquement, j'allais dire, tout le temps. À partir du moment où le jeune quitte la tribu très très tôt, la transmission ne peut pas se faire puisque l'éducation se fait sur le terrain par des rites d'initiation, puisque ça se fait, par exemple, une mère va transmettre ses connaissances à sa fille, mais ça se fait que dans la tribu, que ça se fait sur le terrain. Et à partir du moment où il y a une coupure à cause je vous dis, de la scolarisation, eh bien, automatiquement, il y a des problèmes de transmission des connaissances. Aujourd'hui, c'est sur ce même terrain que la collecte des connaissances traditionnelles effectuée par les scientifiques en Nouvelle-Calédonie permet d'espérer la préservation d'un savoir. Par la constitution de cet herbier et des notes qui s'y rattachent, c'est un nouveau moyen de transmission qui se met en place entre les anciens, détenteurs du savoir des plantes, et les générations futures. Ainsi, au-delà de l'intérêt médical lié à la découverte de nouvelles molécules actives, c'est la préservation d'une culture et d'une perception particulière du vivant qui est en jeu.
Venant en soutien d'une tradition orale, fragile transmission entre les générations, la science moderne se devait de prendre le relais de cet héritage, bien souvent à la base des avancées réalisées dans le domaine médical. De leur côté, par ce geste, les gardiens des plantes ont ouvert la voie à une collaboration indispensable à la survie de leurs connaissances ancestrales.